On va prendre une dernière question, peut-être, parce que l'heure tourne. Et puis... je voulais dire un mot qui commencerait par « et nous » dans tout ça, « et nous Français » et « nous Toulousains », et rappeler, à la suite de ce qui a été dit, rappeler quand même que cette guerre qui se mène actuellement au Mexique, c'est aussi une guerre menée pour le développement industriel. Ce développement industriel, par exemple, actuellement, il y a au Mexique plus de 700 projets miniers qui visent à dévaster des régions entières pour chercher les derniers kilos, les dernières tonnes d'or, d'argent, etc., qui peuvent se trouver là-bas. On a parlé tout à l'heure, par exemple, de narco-gouverneurs. Il faut savoir qu'on est en train de terminer en ce moment, 2011, l'année du Mexique en France, et que le président pour l'année du Mexique en France, qui avait été désigné pour le Mexique, c'était Miguel Alemán, qui est l'ancien narco-gouverneur de l'État de Veracruz, et qui par ailleurs est père du patron d'une entreprise qui achète énormément d'Airbus. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut aussi qu'on regarde, qu'on balaie devant notre porte et que nous sachions que le système économique, capitaliste, comme on veut l'appeler, industriel, dans lequel nous vivons et qui nous alimente et dont nous ne sommes pas capables, nous, de sortir, semble-t-il, il a des responsabilités extrêmement directes. Le président pour la France de l'armée du Mexique en France était le PDG de l'entreprise Safran, de la holding Safran, qui est une entreprise qui fait dans les moteurs d'avion, les moteurs d'hélicoptères, et qui a des usines là-bas et qui participe à cette guerre contre la population mexicaine, qui fait des systèmes de surveillance, qui fait... il faut savoir que la police française, tout à l'heure vous avez dit que vous avez été confondu au début avec des policiers français. Effectivement, il y a quasiment en permanence des policiers français qui sont là-bas pour former, pour aller vendre du matériel français et pour former soi-disant les policiers mexicains. Mais à quoi? Je crois que c'est la question qu'il faut se poser. Voilà, merci. Bonjour, moi je me posais juste la question dans votre enquête, en fait, alors on voit la femme qui tient la Casa Amiga, c'est ça? Mais est-ce que vous avez rencontré des mouvements féministes à Ciudad Juárez qui se sont emparés de la question, qui ont une mobilisation un peu importante de structures féministes ou citoyennes, pas seulement que de femmes, mais en tout cas ou alors est-ce que peut-être que la situation sociale et politique fait que comment dire, il y a une espèce de léthargie des mouvements sociaux et politiques et féministes sur ces questions-là? Alors je sais pas, mais en dehors de la femme qu'on a vue, est-ce qu'il y a des mouvements politiques et féministes qui se sont mobilisés sur cette question-là, en fait, Moi, je trouve pas qu'il y a de la léthargie, au contraire, il y a une vraie activité, une vraie énergie, et comme disait Paco tout à l'heure, on voit dans le film, c'est que les femmes. Et c'est que les femmes... Nous, on a rencontré un père de famille en 2 ans, d'enquête qu'on n'a même pas mis dans le film. Tellement il n'était pas... Enfin, voilà... C'était pas intéressant, il a vu qu'on faisait un film, il est venu nous voir, quoi. Il voulait passer à la télé. Donc voilà. Mais il y a beaucoup d'associations alors c'est souvent des mères de victimes qui se réunissent, mais c'est juste pour pouvoir être à plusieurs et se confronter aux autorités. Il y a pas mal d'ONG, il y a, je sais plus si dans le film on voit Marcela Ortiz, la mère d'une des victimes, qui a même monté une radio de femmes qui était diffusée sur la FM. Non, il y a pas mal de mouvements et c'est les femmes qui qui sont à la tête de ces mouvements. C'est pas super organisé, mais voilà, on en a vu pas mal. Après, on pouvait pas tout mettre dans 52 minutes, mais ouais, il y en a beaucoup, et il n'y a pas un homme, quoi. Il n'y a pas un homme qui Juste pour rajouter qu'il y a juste... Notamment ces dernières années, il y a énormément d'organisations féministes enfin en tout cas des mères de ma famille, ça parle beaucoup de ça, et qui font des assemblées générales tous les vendredis. Et il y a beaucoup de figures de ce mouvement qui ont été assassinées également. Donc il y a des féminicides politiques qui sont perpétués justement pour casser ce type d'organisation et de résistance. Et juste, je voulais faire
la petite anecdote, c'est qu'on voit à un moment donné Ni una más. Ça, c'est un slogan d'une poétesse féministe du Mexique qui a été assassinée, justement, qui dit Ni una mujer menos, ni una más, ni une assassinée de plus, mais mais il est plus long, mais voilà. Juste pour dire que pareil, c'était une poétesse très engagée qui, pareil, a été assassinée, je crois, en 2010 ou fin 2009, ou un truc comme ça. Voilà. Et c'est ce petit côté-là, moi, que je vois pas dans ce documentaire et qui me manque, mais après, c'est pas la commande, j'imagine, non plus, du documentaire, et voilà, quoi. Donc, Qué manía. Tout à l'heure, je me posais une question. À partir du moment où vous avez été là-bas en tant qu'homme, journaliste, est-ce que le fait justement d'avoir été au milieu de personnes qui avaient peut-être une méfiance vis-à-vis des hommes, vu ce qu'elles subissaient, est-ce que ça ne vous a pas desservi au niveau de journalistique? D'être un homme? Oui. Non, moi j'ai pas vu de... Parce que j'imagine qu'à partir du moment où il y a autant de tensions entre... de la part des hommes vis-à-vis des femmes, j'imagine qu'il y a aussi une méfiance qui s'est créée. Donc, non, on était surtout vus comme des journalistes étrangers. Tienes que decir que si hubieras hablado en inglés no hubieras encontrado el acceso que encontraste. Sí, Porque serás periodista francés, pero hablabas clarito en espagnol. Oui, ça, voilà. Et ce qu'il dit, c'est que ça n'a pas gêné, donc visiblement qu'il soit un homme. Par contre, ce qui aurait rendu la chose impossible, c'est s'il avait parlé anglais. Le fait d'être français et de parler espagnol, ça a beaucoup facilité les choses. On était journaliste européen et pas gringos, et je m'appelle Fernandez. Et il s'appelle. Donc ça aide. Non, mais c'est vrai que ça aide. D'ailleurs, ils ne comprenaient pas au début. Moi, je me présentais, bonjour, je suis journaliste français. Oui, c'est quoi ton nom, Marc Fernandez? Ah bah non, t'es pas français. Bah si, je suis. Enfin, je vais pas refaire l'histoire de ma famille, mais enfin voilà. Et effectivement, ça aide beaucoup. Et je pense que le fait d'être journaliste européen aidait beaucoup, français ou pas. Enfin, c'est pas le problème, mais ils nous voyaient plus comme une. Enfin, voilà, nous on venait pour faire les porte-voix, les porte-paroles. Voilà, on allait sortir cette histoire et la montrer ailleurs. Et pour elle, c'était ça le plus important, c'était amener cette histoire et pointer du doigt l'État mexicain. Et c'était ça qui les importait plus, pas le fait qu'on soit... Enfin, à part la folle d'El Paso Times, non, il n'y avait pas de... Ça ne nous a pas posé de problème d'être des gars. Au contraire, pour la police locale, c'était beaucoup plus simple. Disons qu'ils sont tous quand même beaucoup corrompus et le responsable, par exemple, de la communication externe de la police, comme on dit, lui, il nous a carrément proposé des prostituées, quoi. Si on avait été des journalistes femmes, ça aurait été plus compliqué. Mais là, il a vu une équipe de tournage de 4 gars. Il a dit, venez, moi j'ai 4 filles à moi. Donc on lui a demandé de nous le redire face caméra, parce qu'on a cru à une blague au départ. Évidemment, il a refusé, et juste on lui a expliqué qu'en même temps on écrivait un livre, donc il allait être dans le livre, quoi. Et il a dit non, tu peux pas, je fais ce que je veux de toute manière. Donc oui, on l'a mis dans le bouquin, mais enfin voilà, je pense que si on avait été des femmes, ils n'auraient pas pu faire ça. Mais, bon. Une dernière, alors, parce que je veux dire, on a le problème, c'est qu'il faut qu'on reparte sur les lieux du festival. Après, on a des rencontres. Si une dernière. Non, c'est très court. Donc, juste, alors, déjà au début, moi, quand à la fin, j'étais pas bien. Hein. Je me suis dit, on s'en sortira pas, il y aura pas de solution et tout, mais au fur et à mesure des débats et des explications, donc, je pense qu'il y aura. Je pense qu'il y aura un espoir. Alors juste pour, d'abord, merci beaucoup pour ce documentaire, vraiment. Voilà, moi, ça m'a rappelé l'histoire de ces femmes algériennes aussi, qui ont été assassinées sur le chemin de l'usine aussi. Donc les femmes, en fait, c'est pareil un peu, c'est que ces femmes se sont retrouvées sans hommes parce qu'il y avait le terrorisme et tout. Donc entre les hommes qui sont partis au maquis, les hommes qui ont été assassinés, elles n'avaient pas un autre choix que d'aller bosser pour faire vivre leur famille.
Et sur la route de l'usine, elles ont été assassinées. Il y en a une qui a échappé et qui témoigne. Donc il y a un livre qui s'appelle « Laissée pour morte ». Et ça m'a vraiment interpellée là-dessus. Donc, en fait, ce que je vois, c'est que les femmes, elles sont toujours victimes quand il y a les guerres économiques, les guerres, quelles que soient les guerres. Et donc, ce genre de documentaire, peut-être, bon, voilà, il va faire avancer les choses. Et moi, je trouve que on peut dire même que c'est par rapport à l'international, en fait, au monde, il y a une non-assistance en personnes en danger parce que c'est un génocide et que peut-être les autorités internationales pourraient faire quelque chose là-dessus. Quand il y a un génocide, on crie tous halte au génocide et aujourd'hui, ça pour moi c'est un génocide, que ce soit des femmes ou que des ouvriers ou des pauvres. Donc c'est toujours les mêmes victimes, des femmes, des ouvriers, et ces femmes-là qui, on pense, elles s'émancipent, elles vendent juste leur force de travail, hein. C'est tout. À $3, c'est pas... Voilà. Et merci beaucoup en tout cas. Vous faisiez allusion au pogrom de femmes à Simessaoud, j'imagine. Voilà. Alors on va rappeler un petit peu, parce que j'ai travaillé un petit peu sur le dossier. Donc en 2000, ça s'est produit à plusieurs reprises en réalité, en 2001 et en 2010, donc à 9 ans d'écart. Il y a eu donc des pogroms de femmes. C'est-à-dire qu'une fois, elles ont été tuées sur la route de l'usine, mais une autre fois, donc dans le pogrom précédent, les hommes, à la suite d'un prêche particulièrement violent le vendredi, étaient descendus en ville dans le quartier où vivaient ces femmes et ont sorti les femmes de chez elles et les ont massacrées. Et évidemment, c'est, encore une fois, le message de violence adressé aux femmes par la société des hommes. Voilà. Je vous propose qu'éventuellement, vous pouvez continuer à discuter un peu avec eux, il y a des livres dehors. Il y en a un qu'on n'a pas beaucoup entendu, comme d'habitude, et j'ai essayé de le faire parler en premier, mais après c'est rappelé. Tengo una noticia positiva, que yo escribí la historia de Irapuato, que es justo todo lo contrario. Lui, il a écrit l'histoire d'Irapuato, qui est le contraire. El libro se llama Irapuato, mon amour. Irapuato, mon amour. Que es la historia del movimiento de las mujeres de las fábricas de Irapuato que triunfan. Et c'est les femmes de la fabrique d'Irapuato, et elles gagnent. Y no hay feminicidio ahí. Et là, il n'y a pas de féminicide. El catálogo del horror es demasiado grande y es peligroso porque el horror paraliza. Il faut faire attention parce que le catalogue de l'horreur, il est dangereux parce que l'horreur paralyse. Cuando el panorama es absolutamente negro, el horror paraliza. Quand le panorama est complètement noir, l'horreur paralyse. Y lo último que necesitamos en México es miradas de conmiseración. Et la dernière chose dont on a besoin au Mexique, c'est des regards de commisération. O parálisis. Ou de la paralysie. Hay que seguir, hay que moverse cada vez más. Il faut se bouger toujours plus. La prochaine fois, on fait le débat avec que toi.